Alors on va parler des troubles hypertensifs gravidiques, c'est-à-dire l'HTA gravidique et sa complication la plus fréquente qui est la prééclampsie. Alors pourquoi on va parler des troubles hypertensifs de la grossesse? C'est parce que ce sont parmi les complications les plus fréquentes que l'on peut retrouver chez la femme enceinte. Alors pour l'HTA gravidique, on va entamer par une petite introduction, puis un petit point d'épidémiologie, la physiopathe, comment poser le diagnostic positif, quelle est la conduite à tenir, et enfin ce qu'il faut retenir de tout ça. Alors, qu'est-ce que l'HTA au cours de la grossesse? Eh bien, les définitions sont claires. On parle d'HTA pendant la grossesse lorsque la pression artérielle systolique est supérieure ou égale à 140 mm de mercure et la pression artérielle diastolique est supérieure ou égale à 90 mm de mercure. Alors, une fois le diagnostic d'HTA posé, il faudra maintenant la classifier. Alors, on classifie l'HTA de légère, modérée à sévère. L'HTA légère à modérée, on ne fait pas la distinction entre légère et modérée puisque la conduite à tenir est la même. Donc l'HTA légère à modérée, c'est lorsque la pression artérielle systolique est comprise entre 140 et 159 mm de mercure, et la pression artérielle diastolique comprise entre 90 et 109 mm de mercure. Bien sûr, un des deux paramètres suffit pour classer la patiente en légère à modérée. Pour l'HTA sévère, eh bien, il faut que la pression artérielle systolique soit supérieure ou égale à 160 mm de mercure ou la pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 110 mm de mercure. Donc, ce qu'on retient de tout cela, c'est que on parle d'HTA lors de la grossesse si la systolique est supérieure ou égale à 14 et la diastolique supérieure ou égale à 9. Puis, on va essayer de la classifier. Elle est légère à modérée lorsque la systolique est entre 14 et 15,9 et la diastolique est entre 9 et 19. Pour la sévère, c'est lorsque la PAS est supérieure ou égale à 16 et la diastolique est supérieure ou égale à 11. Quelles sont ces différentes formes? Eh bien, lors de la grossesse, on peut avoir deux types d'HTA. On peut avoir l'HTA dite chronique, c'est-à-dire qu'elle préexistait avant la grossesse, mais qu'elle ne s'est déclarée que pendant la grossesse. Cependant, elle est apparue avant 20 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire qu'en gros, la femme était déjà hypertendue, connue ou méconnue, et enfin, qu'elle était connue ou méconnue. Si elle était méconnue, eh bien, l'HTA s'est révélée avant 20 semaines d'aménorrhée pour que l'on parle d'HTA chronique préexistante. Maintenant, pour l'HTA gravidique, eh bien, c'est une HTA, donc selon les définitions de l'HTA, pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure ou diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure, mais qui est apparue après 20 semaines d'aménorrhée, voire dans le postpartum. Donc on peut parler d'HTA gravidique, soit pendant la grossesse, c'est-à-dire après 20 semaines d'aménorrhée, voire jusqu'à 6 semaines dans le postpartum. Cependant, contrairement à l'HTA chronique qui va persister après la grossesse, eh bien, l'HTA gravidique, elle, est censée rentrer dans l'ordre 12 semaines après le postpartum en général. Alors quel est l'intérêt de la question? Eh bien, il faut savoir que l'HTA gravidique va concerner 10 à 20% des grossesses et 15% de ces HTA gravidiques peuvent se compliquer d'une prééclampsie dont on verra la définition un peu plus tard. Alors pourquoi est-ce qu'une femme enceinte va-t-elle développer l'HTA gravidique? Alors tout commence lors de l'implantation de l'embryon. On sait très bien que lorsque l'embryon va s'implanter dans l'endomètre, il va envoyer son syncytotrophoblast et son cytotrophoblast dans la couche basale de l'endomètre, voire dans le myomètre. Tout cela eh bien, va entraîner une modification de la structure de la paroi des artères spirales et utérines afin qu'elle soit beaucoup plus large et afin qu'elle permette des échanges gazeux et des échanges de nutriments beaucoup plus importants entre la mère et le fœtus, donc la formation du placenta en lui-même. Lorsqu'il y a une anomalie de la formation du placenta, donc une anomalie de la placentation, eh bien les parois, l'endothélium des artères utérines, enfin carrément la paroi des artères utérines va être un petit peu modifiée. Elle va garder certaines fibres musculaires qui vont la rendre un petit peu moins large, un petit peu moins dilatée, beaucoup plus contractée, entraînant une hypoperfusion utérine. Alors il faut savoir que pendant la grossesse, eh bien, les artères utérines n'obéissent pas aux lois de vasoconstriction, c'est-à-dire qu'elles sont la plupart du temps dilatées pour permettre un bon échange entre le fœtus et la mère. Dans ce cas-là, en cas d'anomalie de la placentation, eh bien, ces artères utérines, ces artérioles spiralées, eh bien, elles vont avoir
une architecture qui sera modifiée, elles seront moins dilatées, elles seront en vasoconstriction, ce qui va entraîner une hypoperfusion utérine. Cette hypoperfusion utérine va entraîner la sécrétion de médiateurs de l'inflammation et de certains facteurs anti-angiogéniques, et ces médiateurs de l'inflammation vont détruire les cellules endothéliales maternelles partout dans le corps. Et la destruction des cellules endothéliales, comme on le sait, eh bien, elle entraîne une vasoconstriction réflexe avec élévation de la pression artérielle maternelle, et dans les cas les plus graves et dans les cas les plus avancés, on aura des lésions au niveau des organes à type de vascularisation terminale, comme le rein, le foie ou le cerveau, qui constituent les organes cibles de la prééclampsie chez la mère. Également, cette vasoconstriction des artères utérines, eh bien, elle va aussi toucher le fœtus, c'est-à-dire que lui aussi sera beaucoup moins perfusé, et on aura comme complication majeure un retard de croissance intra-utérin qui est typique de l'HTA, voire de la prééclampsie chez la femme enceinte. Donc pourquoi la femme enceinte développe-t-elle une HTA gravidique? Eh bien, on a dit que c'était une anomalie de la placentation. Les cellules endothéliales des artères spiralées sont riches en myofibrilles, elles vont être vasoconstrictées. Cette vasoconstriction va entraîner une hypoperfusion utérine qui va un petit peu avoir des conséquences tant sur la mère que sur le fœtus. Sur la mère, cette vasoconstriction va entraîner la sécrétion de médiateurs de l'inflammation et de facteurs anti-angiogéniques. Ces facteurs vont entraîner une destruction des cellules endothéliales maternelles, donc une vasoconstriction généralisée et une élévation de la pression artérielle, qui pourrait mener vers des lésions organiques, notamment sur les organes à vascularisation type terminale comme le rein, le foie ou le cerveau. Pour le fœtus, par contre, lui aussi il sera très peu perfusé parce que les artères spiralées ne sont pas aussi larges qu'elles devraient l'être, et on aura un retard de croissance intra-utérin, entre autres. Comment poser le diagnostic positif? Le diagnostic d'HTA gravidique n'est pas posé sur des examens complémentaires, il est strictement clinique. Alors ce qu'on fait, c'est qu'il faut bien sûr mener un interrogatoire précis. Il faut rechercher les antécédents personnels et familiaux d'HTA gravidique chez la sœur ou chez la mère, les antécédents obstétricaux, par exemple de retard de croissance intra-utérin lors d'une précédente grossesse, voire de prééclampsie. À l'examen physique, la prise de tension artérielle doit être mensuelle, c'est-à-dire à chaque consultation de grossesse, selon les recommandations. Et bien sûr, on doit rechercher les signes négatifs. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de signes accompagnateurs à cette hypertension artérielle. Donc, pas d'acouphène, pas de flou visuel, pas de phosphène, pas d'œdème. Et surtout, il faudrait que la hauteur utérine soit en rapport avec l'âge gestationnel. Sur le plan paraclinique, par contre, le bilan biologique doit être normal et l'échographie obstétricale doit être normale dans toute HTA gravidique simple, non compliquée. Donc, comment prendre la tension artérielle chez la femme enceinte? Nous avons des recommandations par la Société française d'hypertension artérielle qui va dire que il faut que la tension artérielle soit prise en position assise, voire en décubitus dorsal, plutôt préférer la position assise, en milieu médical après au moins 5 minutes de repos, en utilisant un appareil électronique huméral homologué. Bon, on sait bien que maintenant, les appareils manuels ne sont plus aussi recommandés qu'avant parce qu'ils manquent de précision. On préfère les appareils électroniques qui sont, selon les dernières études, beaucoup plus précis que les appareils manuel. Il faut que la prise soit faite sur 2 mesures consécutives séparées de minimum 4 heures, on recommande 6 heures, et confirmée par une MAPA ou une automesure par règle des 3 si elle est dépistée en consultation. Donc quand poser le diagnostic, l'HTA gravidique est posé, le diagnostic d'HTA gravidique est posé devant une HTA selon les définitions précédentes, c'est-à-dire une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure ou une pression artérielle diastolique supérieure à 90 mm de mercure, mesurée selon les recommandations précédentes, avec absence de protéinurie. Car si la protéinurie est présente, là, ce sera plutôt une prééclampsie. Alors, que faire devant une HTA gravidique isolée? Alors, la conduite à tenir est assez simple. On ne fait rien tant qu'il n'y a pas
de complications et tant que l'HTA n'est pas sévère. Donc en gros, l'HTA gravidique ou chronique d'ailleurs bien équilibrée, eh bien elle ne fait que prévenir les complications maternelles, mais elle ne modifie pas pour autant la morbimortalité fœtale. C'est-à-dire qu'une femme, lorsqu'elle est équilibrée sur le plan tensionnel, eh bien son fœtus ne va pas forcément être mieux perfusé. L'équilibre tensionnel prévient les complications, notamment les microangiopathies thrombotiques chez la femme. Une baisse drastique de la tension artérielle pourrait au contraire nuire au fœtus car elle pourrait causer une hypoperfusion beaucoup plus importante que celle qui existe déjà et donc un retard de croissance, voire une hypoxie, une hypoxie fœtale chronique. Donc ce que l'on fait, c'est qu'en cas d'HTA qui serait légère à modérée, isolée, on va se contenter des mesures générales, c'est-à-dire l'arrêt de travail, le repos, la surveillance en ambulatoire et surtout un régime normo-sodé. On ne prescrit pas de régime hyposodé, voire un régime sans sel chez la femme enceinte car elle est déjà en hypovolémie et on pourrait aggraver son hypovolémie lorsque l'on prescrit un régime hyposodé. Pour l'HTA sévère ou l'HTA légère à modérée avec atteinte des organes cibles, donc là on a une HTA sévère ou une HTA légère à modérée avec atteinte des organes cibles. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est toujours les mesures générales et le régime normosodé auquel on va rajouter un traitement médicamenteux. Le traitement donc médicamenteux, les antihypertenseurs, ne sont indiqués qu'en cas d'HTA sévère ou d'HTA légère à modérée, mais avec atteinte des organes cibles. Il faut faire très attention à ne pas baisser la tension artérielle en dessous de 140-90, donc l'objectif tensionnel est de 140-90 afin de maintenir une bonne perfusion bien sûr fœtale. Quel médicament prescrire ? Chez nous, en première intention, on va préférer l'aldomètre, c'est l'alpha-méthyldopa qui est un antihypertenseur à action centrale. Puis on a les bêta-bloquants en deuxième intention. Donc l'athénolol est maintenant est moins indiqué actuellement parce qu'il a, il a certaines contre-indications et certains effets secondaires. On va plutôt préférer le labétalol si on penche pour un bêta-bloquant, c'est le Trandate. Puis on passera aux inhibiteurs calciques, donc c'est la nicardipine, le Loxène, qui est plutôt laissé après l'alpha-méthyldopa. Elle est beaucoup mieux tolérée chez la femme enceinte et avec moins d'effets secondaires. Et enfin, en dernière intention, les alpha-bloquants tels que l'uradipyl. Maintenant, il y a certaines contre-indications qu'il faut prendre en compte chez la femme enceinte lorsqu'on prescrit un traitement antihypertenseur, notamment le régime sans sel qui est strictement contre-indiqué car il risquerait d'aggraver l'hypovolémie déjà présente chez la femme enceinte. Également les diurétiques qui sont contre-indiqués lorsqu'ils sont à visée antihypertensive, c'est-à-dire que les diurétiques qui sont prescrits dans le cadre par exemple d'une insuffisance cardiaque ou d'un OAP sont possibles pendant la grossesse. Mais les diurétiques thiazidiques à visée antihypertensive sont contre-indiqués car ils risquent d'aggraver l'hypovolémie déjà présente chez la femme enceinte. Enfin, les IECRA2, ils sont bien évidemment phétotoxiques, donc à éviter chez la femme enceinte. Comment s'effectue la surveillance de la femme enceinte ? La surveillance, elle se fait en ambulatoire en cas d'HTA légère à modérée isolée et en milieu hospitalier en cas d'HTA sévère ou légère à modérée avec atteinte des organes cibles. Donc on sait qu'une HTA légère à modérée, lorsqu'elle est isolée, on ne donne pas de traitement. Donc c'est-à-dire que la patiente va devoir faire attention à son régime, surveiller sa tension artérielle et de toute façon on va la revoir chaque mois lors des consultations de grossesse. Enfin, la surveillance clinique, on va rechercher surtout les œdèmes qui pourraient nous orienter vers une protéinurie qui serait infraclinique, voir la hauteur utérine si elle est en rapport à l'âge ou en rapport à la gestationnelle ou pas, on crée un HRP. Biologique, on va rechercher plutôt les complications, donc les complications rénales, hépatiques, la bandelette urinaire à la recherche de la protéinurie, les croix de protéinurie. Enfin, échographique pour surveiller la croissance fœtale. Donc ce qu'il faut retenir pour l'HTA gravidique, donc l'HTA au cours de la grossesse est défini comme une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure
ou une diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure, mesurée selon les recommandations internationales. On peut la classer, donc elle peut être légère à modérée lorsqu'elle est entre 140 et 159 pour la systolique, 90 et 109 pour la diastolique, et elle peut être sévère lorsqu'elle est supérieure ou égale à 160 pour la systolique et 110 pour la diastolique. Elle est à surveiller à cause du risque de prééclampsie dont on verra la définition un peu plus tard. Le traitement médical, lui, n'est indiqué qu'en cas d'HTA sévère ou d'HTA légère à modérée avec atteinte des organes cibles, et on préférera évidemment l'alpha-méthyldopa, donc l'aldomètre, qui est un antihypertenseur de type central. On passe maintenant à la prééclampsie. Donc la prééclampsie, c'est la complication redoutée de l'HTA gravidique. C'est une pathologie stricte de la femme enceinte. Donc on commencera par une petite introduction, toujours l'intérêt de la question, les facteurs de risque, le diagnostic positif, le bilan initial, les complications à craindre, la conduite à tenir et la prise en charge d'une prééclampsie, et enfin ce qu'il faut retenir de cette pathologie. Alors qu'est-ce que la prééclampsie ? Eh bien, c'est une maladie de la femme enceinte exclusivement. C'est une maladie de la femme enceinte. C'est une pathologie gravidique. Elle apparaît à partir de 20 semaines d'aménorrhée et jusqu'à 12 semaines du postpartum. La prééclampsie, c'est une HTA gravidique. Donc, c'est une HTA, c'est une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure ou diastolique supérieure ou égale à 90 apparue après 20 semaines d'aménorrhée, associé à une protéinurie des 24 heures supérieure ou égale à 0,3 g. Si on n'a pas accès à la protéinurie des 24 heures, les 2 croix à la bandelette urinaire suffisent pour parler d'une protéinurie et donc d'une prééclampsie si elle est associée à une HTA gravidique. Certaines écoles se basent plutôt sur le ratio protéinurie sur le ratio protéines sur créate, protéinurie sur créate qui doit être supérieur à 0,3 g par gramme. On fait ça chez certaines patientes, notamment les insuffisantes cardiaques ou les insuffisantes rénales. Et la morbimortalité fétale ou maternelle n'est pas proportionnelle à la sévérité de la protéinurie. C'est-à-dire qu'en gros, une femme enceinte qui fait une prééclampsie avec 400 mg de protéines des 24 heures, eh bien, elle n'aura pas un meilleur pronostic plus tard qu'une femme qui fait 5 grammes par 24 heures. En cas de protéinurie infraclinique, c'est-à-dire que si on suspecte une prééclampsie, c'est-à-dire que si on a une patiente qui se présente avec une HTA gravidique, avec un petit peu des œdèmes un peu partout, etc., on pourrait suspecter la prééclampsie par la présence justement d'œdèmes qui sont rapidement évolutifs, en présence d'une cytolyse avec élévation des azates. En cas de thrombopénie, lorsque les plaquettes sont inférieures ou égales à 150 millélièmes par millimètre cube, voire une CIVD. Et enfin, en cas de retard de croissance intra-utérin. Donc tout ça, tous ces signes permettent de suspecter la prééclampsie en cas de protéinurie infraclinique, c'est-à-dire qu'il n'apparaît pas à la bandelette urinaire. Alors qu'est-ce que la prééclampsie sévère ? Alors il faut savoir que, comme l'HTA gravidique, la prééclampsie aussi peut être classée selon des signes de sévérité. Maintenant, il y a certains signes qu'il faut rechercher systématiquement en cas de prééclampsie afin de pouvoir la classer comme étant sévère. Lorsqu'elle est associée à l'un des signes suivants, c'est-à-dire une HTA sévère selon les recommandations, donc lorsqu'elle est supérieure ou égale à 160 mm de mercure pour la systolique et 110 mm de mercure pour la diastolique, lorsqu'elle est associée à une oligurie ou alors à une élévation de la créatinine, on dit supérieure à 0,5, ou voir une protéinurie supérieure à 5 grammes par 24 heures, là on peut parler d'une prééclampsie sévère, mais comme je l'ai dit, cette prééclampsie, cette protéinurie ne va pas pour autant changer la morbimortalité materno-fétale. Lorsqu'elle est associée à un OAP,
à une douleur épigastrique ou à un HELP syndrome, le HELP syndrome dont on verra la définition un peu plus tard, lorsqu'elle est associée à une éclampsie, c'est-à-dire des convulsions ou des troubles neurologiques, lorsqu'elle est associée à une thrombopénie isolée, inférieure à 100 000 éléments par millimètre cube, voire lorsqu'elle est associée à un HRP ou à un retentissement fœtal quelconque, et notamment le retard de croissance intra-utérin. Dans ce cas-là, on peut parler de prééclampsie sévère. Qu'est-ce que la prééclampsie sur HTA chronique? Alors, la prééclampsie sur HTA chronique, c'est une HTA chronique donc préexistante, soit qu'elle soit connue, c'est-à-dire que la femme vient avec un dossier d'hypertension artérielle, soit méconnue, qui serait apparue avant 20 semaines d'aménorrhée. Celle-ci peut se compliquer d'une prééclampsie. Et cette prééclampsie, justement, dans le cadre de l'HTA chronique préexistante, eh bien, n'attendra pas les 20 semaines d'aménorrhée pour se manifester. Elle pourra se manifester avant ou après 20 semaines d'aménorrhée. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas comme l'HTA gravidique, dans le cadre de la prééclampsie sur HTA gravidique, qui se manifeste obligatoirement après les 20 semaines d'aménorrhée. Enfin, le HELP syndrome, qui est une complication très très redoutée de la prééclampsie. HELP, donc HELP, c'est pour hemolysis, c'est-à-dire l'hémolyse, elevated liver enzymes, c'est-à-dire l'élévation des enzymes hépatiques, donc notamment les transaminases, and the low platelet count, c'est-à-dire une thrombopénie. Donc ces trois signes, donc l'hémolyse, les transaminases élevées et la thrombopénie, forment ce qu'on appelle le HELP syndrome, et le HELP syndrome est une complication macroangiopathique thrombotique de la prééclampsie. Alors quels sont les facteurs de risque de prééclampsie? Eh bien, c'est soit des facteurs qui sont liés aux antécédents, soit des facteurs qui sont liés à la patiente, soit des facteurs qui sont liés à la grossesse. Donc, on a plutôt des facteurs qui sont liés aux antécédents. Donc, les antécédents familiaux de prééclampsie chez la mère ou la sœur, donc les apparentés du premier degré, les antécédents personnels de prééclampsie ou d'HTA gravidique, la primiparité ou première grossesse avec un nouveau partenaire, voire une grossesse par insémination artificielle de donneur, c'est-à-dire que on a ici la primiparité, la première grossesse avec un nouveau partenaire ou la grossesse par IAD, c'est-à-dire qu'en gros il y a certains facteurs immunologiques qui entrent en jeu dans la genèse, dans la physiopathologie de la prééclampsie. On dit que pourquoi ces artères spiralées subissent de telles modifications, subissent de telles lésions? Eh bien parce qu'il y aurait une méconnaissance entre le système immunitaire maternel et le système immunitaire fœtal, qui ferait que la placentation se ferait mal par rapport à une femme enceinte normale. L'âge maternel avancé, supérieur à 35 ans, est un facteur de risque. L'obésité, les maladies générales, tout ce qui est diabète, le diabète qui cause un élargissement du placenta, l'HTA chronique, la thrombophilie, certaines maladies auto-immunes, les grossesses multiples, donc la grossesse en cours multiple, ou l'intervalle long entre la grossesse précédente et la grossesse actuelle. Comment est-ce qu'on pose le diagnostic positif de prééclampsie? Alors c'est une HTA gravidique. L'HTA gravidique, donc c'est une HTA, c'est-à-dire une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure ou une diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure, apparue après 20 semaines d'aménorrhée, associée à une protéinurie, c'est-à-dire supérieure ou égale à 0,3 g par 24 heures, ou 2 croix à la bandelette urinaire. Bien sûr, lorsqu'on a une protéinurie à la bandelette urinaire, toujours effectuer un ECBU pour éliminer l'infection urinaire chez la femme enceinte. Quels sont les signes d'une prééclampsie sévère? Alors on a vu tout à l'heure comment est-ce qu'on peut classer la prééclampsie comme sévère. Donc lorsqu'elle est associée à une HTA sévère, donc supérieure ou égale à 160 pour la systolique et 110 pour la diastolique, et lorsqu'il y a atteinte des organes cibles à vascularisation de type terminal, donc tout ce qui est rein, cœur, foie et cerveau. Donc pour les reins, on a dit par exemple, on a vu tout à l'heure la protéinurie supérieure à 5 grammes, l'élévation de la créatinine supérieure à 0,5, etc. Pour les complications cardiaques, par exemple, c'est l'OAP. Pour les complications hépatiques, c'est le HELP syndrome.
ou la barre épigastrique persistante. Pour les complications neurosensorielles, on peut avoir même des AVC qui sont dus à la prééclampsie, voire les crises convulsives, donc la crise d'éclampsie, etc. Tout cela permettra de classer la prééclampsie comme sévère. Là, les signes biologiques, donc pour l'atteinte rénale, comme on a dit, on va rechercher la protéinurie, la créate. L'atteinte hépatique, on va rechercher la cytolyse. Le HELP syndrome associé à l'hémolyse, donc taux de LDH, et la thrombopénie, donc taux de plaquettes, voire une thrombopénie qui serait isolée. Pour les signes échographiques d'une PE sévère, donc on a dit qu'on a également un retentissement fœtal, tout ce qui est retard de croissance intra-utérin, c'est le premier truc à rechercher, l'oligoamnios, voire des anomalies du Doppler au niveau ombilical ou cérébral chez le fœtus. Alors, quel bilan réaliser en cas de prééclampsie? Alors, pourquoi on fait ce bilan? Eh bien, c'est pour rechercher les formes sévères de prééclampsie chez la femme enceinte. Alors, on a un bilan qui serait clinique, biologique et échographique. Alors, le bilan clinique va rechercher la courbe de tension. Donc, on va rechercher ici une HTA sévère, les signes de sévérité dont on a parlé tout à l'heure, le poids pour rechercher également les œdèmes, et enfin le recueil des urines pour la protéinurie des 24 heures. Le bilan biologique, il va rechercher la thrombopénie ou la CIVD, donc par le bilan d'hémostase, le taux de plaquettes, la NFS. Il faut savoir que la CIVD peut être due soit à la prééclampsie en elle-même à cause de la macroangiopathie thrombotique, parce que la macroangiopathie thrombotique va causer une consommation des plaquettes et une consommation des facteurs de coagulation un petit peu partout dans l'organisme, entraînant bien sûr une CIVD, ou alors la CIVD peut être due à l'HRP, qui est une complication de la prééclampsie, et l'HRP, comme on le sait, entraîne le passage de thromboplastine dans la circulation maternelle. Le bilan rénal et l'uricémie va rechercher tout ce qui est atteinte rénale de la prééclampsie. Le bilan hépatique va rechercher la cytolyse. Le LDH pour l'hémolyse, le frottis sanguin va rechercher des schizocytes, tout cela pour dépister le HELP syndrome qui est la complication la plus redoutée de la prééclampsie. Bien sûr le CBU pour éliminer l'infection urinaire qui est un diagnostic différentiel devant une protéinurie chez la femme enceinte. Quel bilan réalisé pour le fœtus? Donc on va rechercher les mouvements actifs fœtaux, on va rechercher l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal, donc le RCF, et enfin l'échographie obstétricale qui va avoir quatre objectifs: mesurer la biométrie fœtale, la vitalité, quantifier le liquide amniotique, donc on va rechercher un oligoamnios, et enfin le Doppler des artères notamment ombilicales et cérébrales chez le fœtus, et les artères utérines, pas chez toutes les femmes, surtout chez les femmes à risque, chez la femme enceinte. Quelles sont les complications maternelles à redouter? Bien sûr, c'est la crise d'éclampsie. Alors, la crise d'éclampsie qui est une crise convulsive, qu'on verra dans un cours à part. L'HRP, l'hématome rétroplacentaire, qui est également une complication très fréquente de la prééclampsie et de l'HTA gravidique. Le HELP syndrome, comme on a dit, hémolyse, élévation des transaminases et thrombopénie. Et dans ce cas-là, le seul traitement curatif du HELP syndrome, c'est l'extraction fœtale et la délivrance du placenta. Obligatoire. Les troubles de la coagulation et CIVD, peut être secondaire, on a dit, soit à l'HRP par passage de thromboplastine dans la circulation maternelle, soit au HELP syndrome. Et enfin, les autres complications, l'AVC, l'OAP, les complications cardiaques, d'autres complications rénales, l'insuffisance rénale qui pourrait persister, etc. Pour les complications fœtales à redouter, donc c'est l'hypoxie fœtale chronique, voire la mort in utero dans les cas les plus graves, l'hypoxie fœtale aiguë plutôt, voire la prématurité induite qui pourrait un petit peu retarder la prise en charge de la prééclampsie. On a certaines mesures de prise en charge si on a une prématurité induite en cas de prééclampsie. Donc, quelle est la conduite à tenir? Alors là, les étapes de prise en charge passent par, disons, 5 étapes. On a les mesures générales, le traitement symptomatique qui est d'une importance capitale lors de la prééclampsie, le traitement étiologique et ses indications, la surveillance clinique, biologique et échographique, et enfin, les mesures de prévention. Quand je dis surveillance échographique, bien sûr, c'est avant le traitement étiologique. Donc,
Les mesures générales, ben, toute prééclampsie, bien sûr, doit être hospitalisée soit en maternité si celle-ci est bien équipée, soit carrément en réa. On doit mettre en condition la malade, donc décubitus latéral droit, oxygénothérapie, multiples voies d'abord, monitoring, sondage vésical. On doit mettre la malade au repos total. On n'oublie pas le régime normosodé, on évite le régime hyposodé chez la femme enceinte car ça risquerait d'aggraver l'hypovolémie. On doit prévenir la maladie veineuse thromboembolique par de l'héparine de bas poids moléculaire à dose isocoagulante. Et enfin la kinésithérapie si on prévoit un alitement prolongé. Le traitement symptomatique. Alors le traitement symptomatique, c'est le traitement de l'HTA selon les recommandations. Alors comme on a dit, si c'est une HTA légère à modérée, on ne traite pas, on garde les mesures générales, c'est-à-dire le repos total, l'arrêt de travail, et qu'il soit associé à un régime normo-sodé. Si c'est une HTA sévère ou une HTA légère à modérée qui serait associée à une atteinte des organes cibles, là on va traiter par de l'aldomètre ou du loxène. Ici ce sera plutôt du loxène, voire de la nifedipine pour son action rapide. Attention, il ne faut pas baisser la tension artérielle en dessous de 140/90, qui est l'objectif tensionnel chez la femme enceinte, car on risquerait l'hypoperfusion fœtale qui pourrait entraîner une hypoxie fœtale aiguë. Il faut également penser à prévenir la crise d'éclampsie par des bolus de sulfate de magnésium. C'est très important de prévenir la crise d'éclampsie, notamment si la patiente présente des troubles neurologiques de tout type, des troubles neurosensoriels de type phosphène ou acouphène ou certains troubles de la conscience. Donc le traitement symptomatique, c'est la base. On va commencer par le traitement de l'HTA selon les recommandations en faisant très attention à ne pas trop l'abaisser pour éviter l'hypoperfusion fœtale. Et on va prévenir la crise d'éclampsie par des bolus de sulfate de magnésium, donc un bolus de 4, puis 1 mg en perfusion. Pour le traitement étiologique, donc c'est l'extraction fœtale si l'indication est posée directement. Donc en cas de prééclampsie modérée supérieure à 36 semaines, l'extraction fœtale se fera dans tous les cas parce que le nouveau-né sera à terme, enfin sera proche du terme disons. Pour la prééclampsie sévère supérieure à 34 semaines d'aménorrhée dans tous les cas. Maintenant dans le cas de la prééclampsie sévère entre 24 et 34 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire il est un petit peu prématuré, là on va passer au cas par cas. Alors au cas par cas ici, quelles sont les indications de l'extraction fœtale en cas de prééclampsie sévère entre 24 et 34 semaines d'aménorrhée? Là on a des indications maternelles et des indications fœtales. Pour les indications maternelles, ici on a l'HTA sévère non contrôlée par le traitement médical. On a la crise d'éclampsie, l'OAP, l'HRP, la thrombopénie et l'hématome sous-capsulaire du foie, donc l'HTA sévère, la crise d'éclampsie, l'OAP, l'HRP, la thrombopénie ou l'hématome sous-capsulaire du foie. Alors dans ces cas-là, on fera une extraction fœtale en urgence car le pronostic maternel risque d'être engagé. Maintenant, dans d'autres situations, par exemple une insuffisance rénale ou une oligurie qui serait d'installation progressive, des anomalies neurologiques persistantes sans éclampsie, parce que en cas d'éclampsie, on va remonter dans les indications urgentes, la douleur gastrique ou épigastrique persistante, là, on pensera au HELP, mais on ne sait pas, et en cas de HELP évolutif, alors dans ce cas-là, on peut différer l'extraction fœtale à 48 heures maximum sous corticothérapie pour favoriser une bonne croissance fœtale et diminuer un petit peu la mortalité chez le prématuré. Donc on a deux types d'indications maternelles, soit l'indication d'urgence, soit l'indication différée. Pour l'indication d'urgence, donc c'est soit l'HTA sévère non contrôlée, la crise d'éclampsie, l'OAP, l'hématome rétroplacentaire, la thrombopénie ou l'hématome sous-capsulaire du foie. Alors dans ces cas-là, elle se fera en urgence car le pronostic maternel est engagé. Dans d'autres cas un peu moins graves, relativement moins graves, l'insuffisance rénale aiguë ou l'oligurie d'installation progressive, les anomalies neurologiques persistantes sans éclampsie, les douleurs épigastriques persistantes ou le HELP syndrome évolutif. Dans ce cas-là, on peut différer l'extraction fœtale à 48 heures sous corticothérapie afin de favoriser une bonne croissance du
du fœtus avant la naissance. Puis on a les indications fétales. Alors dans ce cas-là, elle se fera également en urgence en cas de bradie ou de toute anomalie du rythme cardiaque fœtal, en cas de retard de croissance intra-utérine sévère supérieur à 32 semaines d'aménorrhée, en cas de diastole inversée au Doppler ombilical et en cas d'oligoamnios. Alors ces quatre indications fétales, la bradie, la RCIU, la diastole inversée et l'oligoamnios, indiquent l'extraction fétale en urgence en cas de prééclampsie. Bien sûr de prééclampsie sévère entre 24 et 34 semaines d'aménorrhée. Donc ce qu'on retient, ce qu'on a vu, c'est que pour la prééclampsie modérée, supérieure à 36 semaines, on fait l'extraction fétale d'emblée. Pour la prééclampsie sévère supérieure à 34 semaines, on fait l'extraction fétale d'emblée. Ici, on n'en parle plus. Mais pour la prééclampsie sévère entre 24 et 34 semaines, dans ce cas-là, ce sera selon les indications maternelles ou fétales. Les maternelles, certaines sont urgentes, d'autres sont un peu moins urgentes, elles sont différées. Pour les indications urgentes, donc on a vu, c'était tout ce qui était crise d'éclampsie, OAP, HRP, thrombopénie, etc. Dans ce cas-là, le pronostic maternel est engagé, donc on va extraire le fœtus en urgence. Pour les situations moins urgentes, l'insuffisance rénale aiguë, le HELP syndrome évolutif, l'oligurie d'installation progressive, la douleur épigastrique persistante, les troubles neurologiques sans éclampsie, dans ce cas-là, on peut différer l'extraction fétale à 48 heures sous corticothérapie afin de favoriser une bonne croissance fétale du prématuré à naître. Enfin, les indications fétales, donc bien sûr c'est la bradie, la RCIU, la diastole inversée, donc l'inversion du flux sanguin au niveau ombilical, et enfin l'oligoamnios, là le pronostic fétal est engagé et il faudra indiquer l'extraction en urgence. Comment s'effectue la surveillance? Toujours, la surveillance elle est clinique, biologique et échographique fétale avant l'extraction. Donc la surveillance clinique c'est la courbe de tension, on va rechercher la sévérité, les signes de sévérité, le poids et la diurèse pour les œdèmes. La surveillance biologique, tout ce qui est NFS, plaquettes, bilan d'hémostase à la recherche d'une CIVD, tout ce qui est bilan hépatique et rénal à la recherche du HELP, voire d'une insuffisance rénale ou d'une oligurie, voire la protéinurie des 24 heures pour essayer de rechercher une prééclampsie sévère. Donc en gros ici c'est pour stadifier la prééclampsie et bien sûr décider de la conduite à tenir en conséquence. La surveillance échographique fétale, notamment le Doppler, où on va rechercher l'inversion du flux sanguin, et l'oligoamnios ou le RCU à l'écho obstétrical. Comment est-ce qu'on prévient la prééclampsie? Alors à la prochaine grossesse, pour tout antécédent de prééclampsie, à la prochaine grossesse et dès le premier trimestre, on va instaurer l'aspirine à 100 mg par jour jusqu'à 35 semaines d'aménorrhée. C'est une mesure obligatoire chez une femme enceinte qui a des antécédents de prééclampsie. Alors ce qu'il faut retenir, la prééclampsie, c'est une HTA gravidique associée à une protéinurie supérieure à 0,3 g par 24 heures. Elle peut être sévère s'il y a atteinte des organes cibles, doit être recherchée chez toute femme enceinte sur un terrain d'HTA, HTA chronique ou HTA gravidique. Toujours rechercher les signes de sévérité afin d'adapter la prise en charge en conséquence. Faire attention aux complications majeures, donc l'éclampsie qui peut être prévenue par le sulfate de magnésium, l'hématome rétroplacentaire, ou encore le HELP syndrome qui lui indique l'extraction fétale en urgence. La prise en charge se fera en milieu hospitalier. Pensez à prévenir l'éclampsie par le sulfate de magnésium. L'extraction fétale avec délivrance est le seul traitement étiologique, donc il sera indiqué soit en urgence pour les modérés supérieurs à 36 semaines ou les sévères supérieurs à 34 semaines. Pour les cas de sévères entre 24 et 34 semaines, ça se discutera selon certaines indications maternelles et fétales. Et enfin, elle doit être prévenue à la prochaine grossesse par de l'aspirine à 100 mg par jour dès le premier trimestre et jusqu'à la 35e semaine d'aménorrhée.